Avant les élections du 9 juin, La Loupe vous propose de comprendre comment les institutions européennes influencent notre quotidien dans une série de 5 épisodes. Est-ce toujours la faute de l'Europe, comme on l'entend beaucoup chez nos politiques ? Une Europe unie, une Europe forte, une Europe puissante et généreuse. L'Europe, l'Union européenne. L'Europe, la faute à Bruxelles. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Tout le monde parle de l'Europe. Là, il y a une chose qui est simple à faire, c'est de rompre avec un tarif européen de l'électricité. Le marché européen de l'énergie, c'est une des plus vastes arnaques de la construction libérale de l'Union européenne. Le marché de l'électricité européen a traversé en 2022 une crise sans précédent qui a affecté directement la facture des consommateurs et consommatrices. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas continuer avec le marché européen de l'électricité. Depuis plusieurs mois, comme beaucoup de Français, vous avez probablement changé certaines de vos habitudes. On débranche tous les appareils électroniques quand ils ne sont pas utilisés, on baisse un peu la température du chauffage, autour de 19 degrés, même quand il fait très froid dehors, et qui sait, vous avez peut-être également opté pour de nouvelles installations, comme des panneaux solaires. Le tout avec un seul objectif, faire des économies d'énergie. Pourtant, votre facture d'électricité n'a pas vraiment diminué, alors est-ce la faute de l'Europe ? La réponse dans cet épisode. J'ai entre les mains une facture d'électricité qu'on va détailler avec le rédacteur en chef de la rubrique Climat de l'Express, Sébastien Julian. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, sur cette facture, quels sont les éléments sur lesquels l'Europe a la main ? Alors, c'est principalement ici, dans la partie abonnement hors taxe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix que tu payes, même pour le fameux tarif bleu, reflète en partie ce qui se passe sur les marchés de l'électricité au niveau européen. Et on a pu le voir d'ailleurs avec la guerre en Ukraine. Le conflit s'est traduit par des tensions très fortes sur les marchés du gaz et de l'électricité. Et tout ça a impacté les factures. Tu as dit en partie, ça veut dire qu'il y a aussi une variable française dans le prix de l'électricité. Eh bien oui, il y a évidemment les taxes. Alors ces taxes représentent à peu près 20% de la facture. La facture en fait peut être divisée en 3 éléments. Tu as donc le prix de l'électron qui correspond au prix de marché européen. Tu as après tout l'aspect distribution, acheminement de l'électricité. Et enfin la partie taxe. Voilà. Et cette partie taxe, c'était à peu près 23% de la facture en 2022. C'était un peu moins en 2023, donc tu vois aux alentours de 20% aujourd'hui. Mais Sébastien, on le sait, les prix de l'électricité ont augmenté ces derniers temps. Est-ce que c'est le niveau européen ou le niveau français qui pèse le plus sur notre facture ? Bon, alors tu as les deux qui jouent en fait. Ce qui se passe, c'est que sur le marché européen de l'électricité, les prix sont plutôt stables ou en baisse depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce que l'Europe a trouvé des nouvelles façons de s'approvisionner suite aux coupures de gaz par la Russie. Et puis la France, par exemple, est sortie de la crise de corrosion sous contrainte qui avait entraîné l'arrêt de plusieurs réacteurs. Donc tout ça a apaisé les marchés. Donc c'est une bonne nouvelle. On a les prix qui sont plutôt en baisse. Mais ça, c'est qu'une partie de la facture. Sur les deux autres, malheureusement, les taxes et la distribution, eh bien là, on assiste à une augmentation des coûts. Et par exemple, le gouvernement, tout récemment, a augmenté fortement la taxe intérieure de consommation portant sur l'électricité, la fameuse TICFE, qui est donc revenue à son niveau d'avant-crise, à 22,50 € par mégawattheure, après avoir été abaissé entre 50 centimes et 1 € au moment où on en avait le plus besoin, au moment où les tensions sur les prix étaient les plus fortes. Donc tu vois bien, en fait, tous les éléments jouent à leur manière sur la facture. Et où se situe la France en termes de prix de l'électricité par rapport aux autres pays européens ? Alors, quand on compare avec nos voisins, la France n'est pas si mal. On est en dessous de la moyenne, en dépit de la hausse qu'on a tous remarquée. Donc, en début d'année 2024, par exemple, nous étions à 29,6 centimes par kilowattheure. À titre de comparaison, le Royaume-Uni était à 42,1, l'Allemagne 38,1. Donc, on fait mieux que certains pays. Et en même temps, certains pays font mieux que nous, comme l'Espagne, par exemple, qui était à 17,4 en début d'année. Et alors ça, c'est la situation début 2024, mais évidemment, les choses bougent. Et pour la petite anecdote, les experts se penchent déjà sur ce que pourrait être le prix de l'électricité en France aux alentours de 2040-2050. Et on prévoit une nouvelle augmentation des prix parce que les réacteurs nucléaires que l'on va devoir construire mettront peut-être plus de temps que prévu à arriver sur le marché.
et que parallèlement, on aura des gros besoins en matière d'énergie et que donc tout ça pourrait coincer et entraîner à nouveau, d'ici à quelques décennies, des tensions sur les prix. Sébastien Julian, spécialiste du climat à l'Express, merci beaucoup pour ce décryptage de notre facture d'électricité. À bientôt. Je range cette facture car il est temps de comprendre précisément l'influence des institutions européennes dans le prix de notre électricité. Vous le savez maintenant, dans ces épisodes consacrés aux élections européennes, on fait appel à Isabelle Horry, la correspondante de l'Express à Bruxelles. Elle est donc de retour avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Isabelle, on n'a pas détaillé cette première partie de notre facture avec Sébastien, les mécanismes de fixation des prix de l'énergie en Europe. Ils sont très complexes, mais je te rassure, on les a déjà expliqués dans la loupe et j'ai préparé l'extrait. Tu vas appeler d'abord les centrales dont le coût marginal de production est moins cher, c'est-à-dire les énergies renouvelables qui fonctionnent avec du vent et du soleil. L'énergie nucléaire, en fait, son coût marginal de production, finalement, c'est le prix de l'uranium et le coût d'exploitation, mais il n'est pas énorme. Et donc ensuite, tu vas appeler sur le réseau. Si ces deux moyens de production-là ne suffisent pas à boucler la demande, tu vas appeler sur le réseau des centrales thermiques à charbon et les centrales thermiques à gaz. Et donc le prix va se former parce qu'il faut rémunérer finalement les producteurs pour faire fonctionner cette centrale. Voilà, et ce mécanisme, il permet d'être flexible, d'avoir un équilibre entre l'offre et la demande en énergie, et ce, grâce au marché commun. Ça veut dire qu'on évite les coupures d'électricité. On a oublié ça, mais ça arrivait avant qu'il y ait ce marché européen. Les prix sont partagés, mais aussi les infrastructures, les interconnexions. Par exemple, pendant la guerre en Ukraine, alors qu'EDF ne produisait pas à cause des problèmes des centrales dont parlait Sébastien, eh bien, on a reçu de l'électricité de l'Allemagne. Évidemment, quand le Danemark, par exemple, produit beaucoup d'énergie renouvelable, c'est utile pour les autres pays membres. D'ailleurs, malgré ce que beaucoup de gens pensent, c'est pour cette raison que le Portugal et l'Espagne ne sont pas sortis, en fait, du marché européen de l'électricité. Bon, ces derniers temps, c'est vrai qu'avec la crise énergétique, ce système de la dernière centrale appelée, il coûtait cher, mais en fait, il va être réformé. Et donc, comment ça va fonctionner maintenant ? Alors, ça va fonctionner grâce à des contrats d'achat d'électricité de long terme à un prix décidé à l'avance. Et donc, pour ces contrats, eh bien, on pourra sortir de ce système de la dernière énergie appelée. Il y aura aussi des contrats à prix garantis par les États. Avec ça, en fait, les gouvernements espèrent réduire l'exposition des fournisseurs d'électricité à la volatilité du marché de gros et des prix du gaz. Isabelle, est-ce que c'est un texte important ? Oui, c'est un texte important et qui a nécessité 2 ans de négociations vraiment difficiles. Les Européens avaient des avis divergents et donc c'est assez miraculeux qu'ils aient réussi à se mettre d'accord sur un texte commun. Et dans ce texte, c'est important, il y a aussi une place pour le nucléaire, parce que ce texte permet de favoriser l'investissement dans les énergies décarbonées. Ça inclut aussi le nucléaire. C'est important de le souligner parce que jusque-là, l'Europe freinait fort sur le sujet. Alors, en revanche, on entend souvent parler aussi d'Europe et de mix énergétique, c'est-à-dire le choix entre les différentes sources d'approvisionnement énergétique. Mais attention, ça, c'est une compétence nationale et ça va le rester. C'est la France qui a décidé de davantage miser sur le nucléaire, contrairement à l'Allemagne qui avait fait le choix du gaz et qui maintenant mise plus sur les énergies renouvelables pour rattraper son retard. C'est un choix national, c'est pas l'Europe qui l'impose. Des explications pour mieux comprendre nos factures d'électricité, signée Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles. Merci Isabelle. À la semaine prochaine. On retrouvera donc Isabelle pour le dernier épisode de cette série consacrée aux élections européennes et on terminera avec un sujet majeur, la défense européenne. Alors pour ne pas rater ce podcast ainsi que tous les nouveaux épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre application d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez mettre des étoiles si ça vous plaît ou nous écrire des commentaires. Cet épisode a été monté par Milena Rossi et réalisé par Sébastien Salis. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.